Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 8, l'Arche de Noé. Des archéologues en Turquie viennent peut-être de faire l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire. Selon les informations qui nous sont parvenues à travers différents textes religieux, comme la Bible et la Torah, mais aussi le Coran, Noé a reçu un ordre divin de construire un navire afin de sauver sa famille, ainsi qu'un couple de toutes les espèces animales du grand déluge qui allait survenir. Et selon la Bible, le navire se serait échoué sur le mont Ararat, un volcan recouvert de neiges éternelles qui se trouve aujourd'hui dans le nord-est de l'actuelle Turquie. Mais de nouveaux scans 3D de la région viennent peut-être de découvrir l'arche perdue. Cette découverte, qui pourrait être la plus importante découverte d'archéologie biblique de l'histoire, consiste en une structure ensevelie sous la terre correspondant parfaitement à la description biblique de l'arche de Noé dans le livre de la Genèse. Andrew Jones a dirigé les recherches sur le projet aux côtés du docteur Fethi Ahmet Yüksel de l'Université d'Istanbul. Ils sont persuadés que les résultats de leur scan montrent des preuves irréfutables de la présence d'un navire gigantesque enterré sous les montagnes. Et même s'il est quasi impossible de confirmer que c'est bel et bien l'arche de Noé, tel que décrit dans la Bible, les experts restent néanmoins persuadés qu'il y a un bateau immense sous terre, arche de Noé ou pas, ajoutant que les angles droits ainsi que les angles saillants qui apparaissent dans le scan ne peuvent être le fruit d'une formation naturelle géologique. Et quoi qu'il se cache sous la terre du mont Ararat, c'est certainement quelque chose fabriqué par l'homme. Mais bien sûr, d'autres scientifiques sont beaucoup plus sceptiques à propos de cette découverte. Et à cause de la crise financière qui touche actuellement la Turquie, rajoutée au scepticisme de certains et à la nature très sensible du sujet qui touche à la religion, obtenir les fonds nécessaires ainsi que les autorisations requises pour lancer des excavations en bonne et due forme se sont avérées être des démarches très fastidieuses. Et dans l'absence de preuves supplémentaires et d'excavation, il est quasi impossible de vérifier la véracité de cette découverte. Mais je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous d'abord en l'histoire de l'arche de Noé? Et si oui, pensez-vous qu'il s'agit du navire en question? Dites-le moi en commentaire. Numéro 7, First Folio. En 2014, une découverte prodigieuse concernant l'un des plus grands auteurs de l'histoire a été faite totalement au hasard dans une bibliothèque de Saint-Omer, tout près de Calais. Quand il s'agit d'auteurs britanniques, l'indétrônable William Shakespeare est certainement au-dessus de tous. Son influence sur la littérature et la dramaturgie sont considérables, et il n'est pas seulement une icône britannique, mais aussi l'un des auteurs et des dramaturges les plus importants de l'histoire humaine. C'est pour cette raison que personne ne s'attendait à faire cette découverte extraordinaire dans une petite ville française. Il s'agit d'un first folio, ou d'un premier folio, c'est-à-dire le premier recueil publié des œuvres théâtrales de William Shakespeare, considéré comme l'œuvre la plus importante de l'histoire de la littérature britannique. Édité en 1623 par John Hemmings et Henry Condell, deux collègues de Shakespeare à peu près 7 ans après sa mort. Mais au-delà de son importance historique, ce qui fait encore plus sa rareté est le fait qu'il a été édité en une série limitée de 1000 exemplaires. Et sur les 1000, plus de 75% ont disparu et il en reste aujourd'hui moins de 250 exemplaires. C'est ainsi que la découverte faite par un jeune bibliothécaire dans le cadre de la préparation d'une exposition sur la littérature anglaise et en consultant un volume de Shakespeare répertorié comme datant du XVIIIe siècle, il se rend rapidement compte de l'erreur de datation. Il m'est venu à l'esprit qu'il pouvait s'agir d'un first folio non identifié, déclarait le bibliothécaire. De plus, l'ouvrage est en excellent état, même s'il manque une trentaine de pages dans celle du titre, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'il ait pu rester pendant 4 siècles dans l'oubli. Et en comptant cet exemplaire, il ne reste plus que 230 folios répertoriés dans le monde et ils sont estimés à plus de 2,5 millions d'euros chacun. D'ailleurs, le seul autre exemplaire qui en existe en France est celui conservé à la Bibliothèque nationale de France, considéré livre d'état inaliénable. Personne ne sait comment a-t-il pu atterrir dans une petite bibliothèque à Saint-Omer, mais il aurait pu être ramené par des Anglais, puisque Saint-Omer était l'un des derniers bastions catholiques de la région et de nombreux catholiques anglais persécutés par les anglicans y ont trouvé refuge. Numéro 6, tombe de Dracula.
La tombe de Dracula vient-elle d'être découverte? Bien sûr que non, puisque Dracula n'était pas réel. Par contre, il était basé sur un personnage historique qui lui était bel et bien réel et bien sanguinaire. Ce personnage historique est Vlad III Bassarab, surnommé l'Empaleur ou encore Draculéa, qui veut dire le fils du dragon. Et c'est sa tombe que les archéologues pensent avoir découvert dans un endroit plutôt inattendu. L'image du comte sanguinaire Dracula est dans l'imaginaire populaire associée aux montagnes des Carpates transylvaniennes. Pourtant, la sépulture du véritable Dracula, le prince empaleur Vlad Tepes, pourrait en réalité se trouver en Italie. Jusqu'ici, les biographies du prince de Valachie ont toujours parlé d'une mort héroïque sur le champ de bataille à Bucarest en 1476. Mais selon les dernières recherches, Dracula aurait été en réalité fait prisonnier par les Turcs avant d'être racheté contre rançon par sa fille, épouse d'un aristocrate de la cour napolitaine, ce qui expliquerait d'ailleurs que la découverte de la prétendue tombe de l'homme ait été retrouvée justement à Naples en Italie. Une pierre tombale recouverte de gravures symbolisant la Transylvanie vient en effet d'être mise au jour en plein cœur de Naples, dans le cimetière où est enterrée la propre fille de l'empaleur, Maria. La pierre qui vient d'être déterrée était ensevelie sous l'église Santa Maria la Nova de Naples, précisément dans son cimetière, où la fille et le beau-fils de Vlad l'Empaleur sont inhumés. Le médiéviste Raffaello Glini constate alors que la pierre datant du XVIe siècle est entièrement recouverte de symboles de la famille transylvanienne. Un détail relativement incongru pour une tombe censée appartenir à un aristocrate italien. Le détail des sculptures en bas-relief traduit une symbolique évidente. Le dragon représente Dracula. Les deux sphinx qui se font face représentent la cité de Thébès, aussi appelée Tépès. Si l'on associe les deux images, il est écrit Dracula Tépès, le nom du conte. Numéro 5, le temple de Zeus. L'Égypte ne cesse de nous étonner, mais cette découverte en particulier étonne encore plus, parce que d'une part elle est très récente, datant d'avril 2022, et d'une autre part parce qu'elle concerne un sujet tout aussi fascinant que l'Égypte antique, à savoir la mythologie, puisqu'il s'agit de la découverte du temple de Zeus. Une découverte à la fois troublante et fascinante, puisque les fouilles réalisées dans le nord-est de l'Égypte qui ont conduit à la mise au jour du temple dédié au dieu suprême de la mythologie grecque, indiquant que ce dernier était vénéré bien au-delà des frontières de la Grèce antique. Les ruines du temple ont été découvertes à Tel el Farma, anciennement Péluse. Celle-ci comporte des inscriptions mentionnant la restauration de la structure durant le règne de l'empereur romain Adrien, qui a régné de 117 à 138 de notre ère, et fervent admirateur de la culture grecque. Encore plus étonnant, des vestiges archéologiques des premières sociétés islamiques et chrétiennes suggérant un important brassage culturel et religieux ont également été mis au jour. Le temple était dédié à Zeus Cassius ou Cassios, divinité liée à la montagne calcaire du même nom, située à la frontière syro-turque. D'après la mythologie grecque, après que les dieux eurent vaincu les titans, la déesse de la terre Gaïa s'unit à Tartare, dieu des abysses, des enfers, et donna naissance à un monstre nommé Typhon. S'ensuivit un combat épique entre ce dernier et Zeus qui déciderait du sort de l'univers. Supposé avoir contribué à la victoire du dieu grec, le mont Cassius, qui est chaque année le théâtre de nombreux orages, expliquant possiblement son association avec Zeus, dont la foudre constituait la principale manifestation pour les anciens Grecs, est encore aujourd'hui même considéré comme un lieu sacré par les passionnés de culture antique et même certains cultes. Numéro 4. Louise de Kengo. Alors qu'il fouillait des sépultures dans le couvent des Jacobins de Rennes, des archéologues ont fait une découverte exceptionnelle dans un sarcophage de plomb. Et là où ils s'attendaient à trouver un squelette, les archéologues ont découvert un corps momifié et étonnamment conservé. Les chairs sont souples et rien ne manque. Les chairs, la peau, les cheveux, les organes intérieurs, dont le cerveau. Une occasion rêvée pour les scientifiques qui, de Rennes à Toulouse, ont mené une batterie d'examens poussés, véritable autopsie 350 années plus tard pour faire parler le corps et en tirer des informations précieuses sur le mode de vie des Bretons au XVIIe siècle, le tout dans un temps très réduit. À partir du moment où le corps se retrouvait en contact avec l'air, le processus de putréfaction était relancé en vitesse accélérée. Ce corps est celui de Louise de Kengo, dame de Bréfeuillac. Cette identification est possible grâce au reliquaire, une sorte d'urne en forme de cœur qui était fabriquée en plomb
blanc qui reposait à ses pieds et dans lequel se trouvait le cœur de son défunt mari. Elle était enterrée avec le cœur de son mari alors que le sien manquait. Son mari était Toussaint de Périen, chevalier de Bréfeuillac, décédé en 1649. Ses recherches apportent aussi de précieuses informations sur les pratiques funéraires de l'époque, l'histoire des sciences et de la médecine. Et le prélèvement du cœur de la défunte révèle ainsi une réelle maîtrise de la pratique chirurgicale. Il a probablement été inhumé dans un lieu encore inconnu, celui de son époux, l'accompagnant dans l'au-delà. Et la mobilisation de ses descendants a permis de lui offrir une seconde sépulture à l'ombre du château de Tonquédec qui a appartenu à son frère. Numéro 3. Les plus vieux bijoux. Des archéologues ont fait une découverte qui vient réécrire l'histoire de l'humanité. Dans la grotte de Bizmoun, au sud-ouest du Maroc, près de la ville d'Essaouira, la découverte exceptionnelle consiste en un collier qui s'avère être le plus vieux bijou de l'histoire de l'humanité. En tout cas, le plus vieux bijou connu. L'élément de parure composé de coquillages marins date de près de 150 000 ans. Le collier était composé de 33 perles de coquillages qui ont été travaillées spécifiquement pour en faire un collier, et c'est très certainement le plus vieux bijou jamais porté par un être humain. Mais alors, qui étaient donc ces personnes qui fabriquaient des bijoux alors que les Homo sapiens à l'époque vivaient encore dans des grottes, et cela précédait de près de 140 000 ans les prémices de la première ville sur Terre. Selon l'Institut national marocain des sciences de l'archéologie et du patrimoine, ces éléments de parure sont associés à la culture attérienne. Les Attériens étaient éparpillés un peu partout en Afrique du Nord où ils ont prospéré, exploitant une grande variété d'animaux dont des équidés, des gazelles, des phacochères et même des rhinocéros. Et ces éléments n'étaient pas seulement décoratifs, mais ils étaient aussi et surtout une forme d'expression de l'identité sociale et culturelle, voire même une façon d'exprimer sa personnalité. C'est donc l'une des premières manifestations d'expression personnelle de l'histoire. C'est fascinant de se dire que près de 140 000 ans avant l'apparition de la première ville, des êtres humains consacraient du temps et de l'énergie à la fabrication d'éléments d'apparat dans le but de s'exprimer socialement. Numéro 2. Le char enterré. En Croatie, des archéologues ont fait une découverte aussi rare que fascinante. Il s'agit des restes rarissimes d'un char romain à 2 roues appelé cisium, ainsi que les ossements de 2 chevaux et leurs harnais. Ce genre de rituel funéraire à l'époque romaine est une pratique assez exceptionnelle et n'a lieu que pour des familles extrêmement riches, jouant un rôle de premier plan dans la vie sociale, administrative et économique de la province. Des personnes normales ne pouvaient de toute façon pas se permettre de sacrifier 2 chevaux en parfaite santé pour accompagner un défunt. Et d'après les premières analyses, les vestiges seraient vieux d'environ 1800 ans, ce qui correspond au 3e siècle de notre ère. Le site fouillé est un ensemble funéraire marqué par un grand tumulus d'un diamètre d'environ 40 mètres et d'une hauteur de 1 mètre. La pratique d'élever des tumuli dans la région est à l'époque romaine une pratique funéraire assez exceptionnelle. À l'époque, la région est principalement peuplée par les Pannoniens, un peuple indo-européen qui est apparenté aux Illyriens établis au nord de l'Italie. Et au tournant de notre ère, les Romains conquièrent la zone et la divisent en 2 provinces, la Dalmatie et la Pannonie. En réalité, l'Empire romain prit le contrôle de ce qui est aujourd'hui la Croatie à peu près vers 168 avant notre ère, quand ils ont battu le roi illyrien Gentius. Et vers le 3e siècle, Rome est au contrôle de toute la Croatie. Ils ont même bâti des routes pour connecter la mer Noire avec la mer Égée et aussi pour connecter les 2 mers au fleuve du Danube. Et même si on pourrait penser que le chariot est l'élément le plus important de la découverte, il s'agit en fait des chevaux. Les scientifiques espèrent découvrir l'endroit où les 2 chevaux ont été élevés car cela pourrait les aider à en connaître plus sur la famille du défunt en question. Numéro 1. Tokugawa Shogunate. Les archéologues ont l'habitude de découvrir des sépultures communes, mais aucun des archéologues impliqués dans cette découverte ne s'attendait à ce qu'ils allaient trouver au Japon en août 2020. Le site, situé près de la ville de Osaka, contenait plus de 1500 corps, et tous ont été écrasés afin de les faire entrer dans de minuscules trous. Les experts pensent que les corps appartiennent à la période Edo, qui a commencé avec le début du XVIIe siècle et s'est terminée au milieu du XIXe. Durant cette
période, le Japon était dirigé par un gouvernement militaire connu comme le Tokugawa Shogunate et aucun des corps découverts n'était accompagné d'offrandes ou de biens, fait qui a poussé les historiens à penser que c'était la manière standard d'enterrer les gens du commun à l'époque, des gens qui étaient certainement trop pauvres pour pouvoir s'offrir un caveau familial pour les membres de leur famille. Cela pouvait aussi expliquer pourquoi plusieurs corps étaient souvent entassés dans le même trou. Mais une autre explication avance que toutes ces personnes auraient pu décéder de la même cause et au même moment. De fausses pareilles sont généralement créées suite à un massacre ou bien une épidémie, mais les scientifiques n'ont pas été capables de détecter aucun signe de maladie. Et ces images réelles capturées sur la Lune sont les plus grands mystères de notre conquête spatiale. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.